Bonjour David et bonjour à tous aussi. Bonjour. Bienvenue à cette web session sur former à distance, surtout 5 clés de succès pour former à distance. Ici, on démarre bien l'année avec cette web session. Donc, c'est David Velut qui va partager toute son expérience, son expertise sur le sujet. David est conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab à l'UCL. Il est également psychologue et médiateur scientifique. Il a d'ailleurs une newsletter à ce sujet et on vous transmettra le lien en fin de session pour que vous puissiez vous y inscrire si cela vous intéresse. Voilà, David, je te passe la parole. Merci beaucoup. Petite précision, en fait, les slides, parce qu'en fait, je vais vous faire un petit peu l'historique qui m'amène ici, mais je vais faire court. En fait, c'était peu de temps après la première grosse crise Covid, en fait, avec deux collègues de l'UC Louvain, qui sont Françoise Doc et Ingrid Verpoorten, qui sont toutes les deux conseillères pédagogiques aussi à l'UC Louvain. En fait, on s'est rendu compte en fait que malgré l'enthousiasme, l'effervescence qu'il y a eu autour des cours en ligne pendant la crise Covid, on s'était dit que ça allait sans doute être une opportunité pour en tout cas développer des bonnes pratiques au niveau de l'enseignement à distance, de la formation à distance. Et en fait, on s'est rendu compte, voilà, peut-être un peu naïvement, mais en fait, ça s'est pas fait comme on l'espérait. En fait, dans l'urgence, tout le monde s'est précipité vers la transposition la plus classique de la formation à distance, qui est de reproduire finalement un cours présentiel en un cours en ligne. Et ça s'est fait majoritairement en faisant ce qu'on appelle de la modalité synchrone, donc avec Teams ou Zoom. Et donc, en gros, on reproduisait la même chose, on essayait de reproduire la même chose qu'en présentiel, sauf qu'on le faisait à distance. Et donc, au bout d'un an, ouais, c'est ça, c'était en 2021, on s'est dit, tiens, voilà, on a loupé le coche un petit peu finalement de pouvoir transmettre ces bonnes pratiques pendant la crise Covid parce que tout le monde était voilà, dans l'urgence, à essayer de se dépêtrer comme on pouvait. Donc voilà, donc il y a aucun jugement, c'est juste un constat. Et on s'est dit, OK, il y a peut-être effectivement, maintenant qu'on commence à tout doucement sortir un petit peu, de pouvoir essayer de rattraper finalement ça et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre aux enseignants euh, comme bonne pratique, entre guillemets, pour former à distance. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait pendant la crise Covid est forcément mauvais, mais étant donné que tout le monde était tête dans le guidon et dans l'urgence, il y a quand même beaucoup de choses voilà, qu'on aurait pu faire mieux. Donc, voilà, donc on s'est lancé dans la rédaction d'un cahier. Donc, peut-être que certaines d'entre vous connaissent la collection des cahiers du Louvain Learning Lab. Donc, c'est une série de cahiers qui sont de l'ordre de la vulgarisation pour un public enseignant qui n'y connaît pas grand-chose. Il y a toute une série de thématiques qui sont traitées dans ces cahiers. L'apprentissage en groupe, la classe inversée, l'open education, enfin voilà, il y a toute une série de thématiques qui sont abordées. Donc, nous, on a décidé de rédiger un cahier sur l'enseignement à distance. Et donc, en fait, la présentation que je vais partager avec vous aujourd'hui et les 5 clés de succès que je vais partager avec vous, en fait, sont une grosse synthèse finalement du travail qu'on a fait pour ce cahier. Donc ça, c'est aussi un premier disclaimer parce que c'est moi qui suis face à vous aujourd'hui, mais clairement, il y a toute une série d'outils et de choses que je vais partager avec vous qui ont été aussi, enfin, c'est une coproduction avec mes deux collègues de l'UC Louvain. Donc voilà, donc elles ne sont pas là avec moi aujourd'hui, mais voilà, si un jour elles tombent sur le replay ou je ne sais pas, merci quand même à vous aussi parce que sinon clairement, il y a des choses que je ne pourrais pas partager avec vous. Euh, une deuxième petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, il y en a certains d'entre vous qui me connaissent et qui savent que j'apprécie le milieu académique, de la recherche universitaire, etc. Je ne suis pas ici du haut de ma tour d'ivoire pour essayer de vous dire absolument ce que vous devez faire et voilà, c'est un partage d'expérience, c'est mon expérience, notre expérience à l'UC Louvain, qui a été agrémentée d'une revue de la littérature scientifique pour le coup, voilà, pour mettre tout ça à jour. Mais donc voilà, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je tiens vraiment à vous rassurer que je ne suis pas du tout ici en tant que prescripteur de ce que vous devez faire en disant que l'université fait bien son job et que le monde de l'entreprise le fait mal.
voilà, l'université a ses bons côtés et clairement ses moins bons côtés, tout comme le monde de l'entreprise a ses avantages et ses défauts aussi. Euh, donc voilà, il y a du bon et du moins bon des deux côtés. Et je ne suis pas du tout un partisan de la langue de bois, donc voilà, clairement, si jamais il y a des questions que vous voulez poser ou quoi, je n'hésiterai pas à vous répondre. Et si je ne sais pas y répondre, je vous dirai clairement que je ne sais pas y répondre. Et, euh, et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 clés de succès pour mener à bien vos projets de formation à distance. Et la première clé de succès que j'ai envie de partager avec vous c'est d'analyser en fait votre contexte et de poser les bases pédagogiques. Euh, pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'expérience de la conception d'une formation à distance, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui a un coût au niveau matériel, en termes d'outils, en termes de ressources humaines. Et donc, vouloir se lancer là-dedans, tête baissée, sans réfléchir à pourquoi est-ce que finalement on veut aller vers la formation à distance, c'est clairement quelque chose auquel il faut faire attention. Et donc, de manière extrêmement résumée, il y a 3 questions principales auxquelles je vais vous inviter à réfléchir. La première, c'est pourquoi est-ce que vous voulez une formation à distance? C'est quoi les raisons qui vous poussent vers le choix d'une formation à distance plutôt qu'une formation en présentiel? La deuxième question qu'on va parcourir, c'est est-ce que vous voulez une formation à distance ou est-ce que vous voulez une formation hybride? Et on va voir que c'est 2 choses qui partagent des éléments en commun, mais qui ne sont quand même pas tout à fait pareils. Et la troisième question, c'est quelle expérience d'apprentissage est-ce que vous voulez proposer? Par rapport à la première question, donc pourquoi une formation à distance? Alors en fait, généralement, quand on se pose la question de savoir pourquoi une formation à distance plutôt qu'une formation en présence, en fait, généralement, les raisons ne sont pas tellement d'ordre pédagogique. En tout cas, ce n'est pas la pédagogie qui vient en premier lieu. Généralement, quand on choisit de s'orienter vers une formation à distance, c'est souvent pour pour des raisons entre guillemets logistiques. On peut vouloir avoir plus de flexibilité au niveau géographique, on peut avoir plus de flexibilité au niveau horaire, donc on veut pouvoir se dégager des contraintes de temps, de rendez-vous, de se dire, ben voilà, on va mobiliser autant de personnes pendant toute une journée, etc. On va faire venir, peut-être si votre entreprise a plusieurs sites, on va éviter de devoir mobiliser des ressources qui sont dispersées et voilà, ça va introduire une certaine forme de flexibilité. Idem au niveau logistique, on va pouvoir s'affranchir, en tout cas d'une certaine manière, de certaines contraintes matérielles, de location de salles, de réservation, etc. Il peut y avoir aussi une certaine flexibilité pédagogique, dans le sens où voilà, le fait de proposer une formation à distance, ça libère des contraintes horaires et de certaines contraintes logistiques qui font que il y a plus d'adaptabilité, entre guillemets, pour les apprenants qui vont suivre la formation. Il y a la possibilité aussi de pouvoir afficher certains contenus dans différents formats qui ne sont pas toujours possibles en présence. Donc voilà, donc l'idée de cette question-là, c'est vraiment de vous questionner par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à votre dispositif pédagogique. Est-ce que votre dispositif pédagogique, vous avez soit envie, soit besoin de le rendre plus flexible? Et ça peut être une des 4 flexibilités ou les 4, pour autant que vous en ayez au moins une et que vous ayez de bonnes raisons de vous lancer. Mais clairement, si à ce stade-ci de votre réflexion, pour celles et ceux d'entre vous qui sont en réflexion par rapport au dispositif pédagogique à distance, si d'emblée vous vous dites maintenant, non, en fait, j'ai pas de contraintes géographiques, j'ai pas de contraintes horaires, j'ai pas de contraintes logistiques et a priori pas de contraintes pédagogiques non plus, en fait, la réflexion pour vous peut déjà s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est probablement que vous n'avez pas besoin de formation à distance et que c'est pas la peine de se lancer dedans juste parce que c'est quelque chose qui est à la mode, qui est trendy, dans lequel on dit qu'il faut se lancer parce que voilà. Donc, si vous cochez au moins une des cases et que vous avez des raisons de le faire, alors évidemment, il faut se lancer dedans. La deuxième question, c'est est-ce que vous cherchez à concevoir une formation à distance ou est-ce que vous cherchez à concevoir une formation hybride? Donc, il n'y a pas d'éléments tangibles dans la littérature scientifique qui permettent de définir exactement le niveau, le degré à partir duquel on se lance à distance ou hybride. Nous, à l'UC Louvain, on a pris le parti d'essayer de représenter ça sous forme d'un continuum, comme ce que vous voyez à l'écran, pardon. On part du principe qu'un dispositif pédagogique va être présentiel
quand il va se dérouler majoritairement en salle, en amphithéâtre, en physique, en présence, et qu'il est éventuellement agrémenté d'un petit peu de numérique. Donc, on va utiliser quelques outils numériques pour rendre ça peut-être un peu plus interactif, mais on va, grosso modo, 80% du dispositif va se passer en salle. A contrario, un dispositif pédagogique à distance, ben, c'est un dispositif pédagogique qui va se dérouler majoritairement en ligne. Petite parenthèse, vous allez voir que dans tout ce que je vais dire, je vais parfois intervertir les termes en ligne et à distance. Personnellement, je les considère comme synonymes. On pourrait débattre pendant des heures sur le vocabulaire, mais je vais éviter de faire mon universitaire chiant à ce niveau-là. Personnellement, quand je parle de formation en ligne ou formation à distance, kiff. Et en fait, après, on va avoir tout un gap entre ces deux extrémités qu'on va appeler un dispositif pédagogique hybride. Donc, on va considérer comme hybride un dispositif pédagogique qui se déroule à la fois en présence et aussi en ligne. Donc, il va proposer certaines parties en présence et d'autres en ligne. Et on voit que, bah oui, il y a quand même un gros gap entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 20%, au moins plus de 20% des modules qui vont se passer en présence, mais qu'il y a moins de 20%, maximum 80% du dispositif qui va se dérouler à distance. Et en fait, entre les deux, on fait un petit peu ce qu'on veut, mais c'est important de savoir vers quoi on veut aller. La formation présentielle a ses atouts, la formation à distance a ses atouts, mais entre les deux, la formation hybride peut aussi être une solution qui a certains atouts dont éventuellement on pourrait discuter plus vers la fin. Mais donc voilà, est-ce que vous cherchez un dispositif à distance ou est-ce que vous cherchez un dispositif hybride? Et alors, la troisième question à se poser, donc on va plutôt vers la fin de l'entonnoir, c'est quelle expérience d'apprentissage est-ce que vous voulez proposer? Ça doit faire partie de l'équation aussi de savoir finalement la communauté apprenante que vous allez mobiliser dans votre dispositif. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez leur faire vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire ressentir? Et donc, là, il y a des sous-points, entre guillemets, sur lesquels il faut être attentif, c'est savoir déjà votre public cible, c'est qui? Ça concerne qui dans l'organisation? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne seulement une partie? C'est quoi les attentes? C'est quoi les besoins? C'est quoi éventuellement c'est quoi leurs préférences en termes de modalités d'apprentissage? Donc voilà, donc ça c'est important de pouvoir questionner cet aspect-là aussi. La deuxième chose, c'est pouvoir définir des objectifs qui sont les plus précis possibles, hein, parce que ce n'est pas la peine de se lancer dans un dispositif sans savoir vers quoi on veut aller. Donc voilà, donc là, je reviens vraiment à l'ultra basique de l'ingénierie pédagogique, mais c'est de pouvoir définir, à la fin de ma session de formation, je souhaite que mes apprenantes et mes apprenants soient capables de réaliser ceci, faire cela, qu'ils aient connaissance de ceci ou cela. Donc de pouvoir vraiment déterminer ces objectifs le plus précisément possible pour savoir comment on va articuler les ressources, les activités autour de ça. La troisième chose, c'est de pouvoir anticiper tous les points de contact, enfin un maximum de points de contact et d'actions que la communauté apprenante va devoir faire du début jusqu'à la fin du parcours. Et à la limite, on pourrait même se poser la question de savoir, même avant de rentrer dans le dispositif pédagogique, c'est de réfléchir en termes de communication. Ça va être quoi l'expérience avant même de se connecter sur la plateforme d'apprentissage? C'est quoi la communication qui va y avoir autour du dispositif? Au sein du dispositif, c'est quoi les différentes choses que les apprenants vont devoir faire pour pouvoir progresser? Donc, on verra plus tard qu'il y a toute une série d'outils qu'on peut utiliser pour pouvoir encadrer tout ça. Mais voilà, c'est vraiment de réfléchir à cet aspect finalement. C'est pas seulement de l'ergonomie, c'est vraiment, pour reprendre un terme qui est assez tendance pour l'instant, mais c'est quoi l'expérience utilisateur qu'on veut pouvoir offrir et quels sont les points de friction qu'il peut y avoir? Comment est-ce qu'on peut simplifier au maximum et fluidifier au maximum toute cette expérience-là pour que ce soit confortable et que les gens aient envie de pouvoir poursuivre. La quatrième chose, c'est l'évaluation. Alors, nous, à l'université, on a une contrainte qui est une contrainte d'évaluation certificative, c'est-à-dire qu'à la fin d'un dispositif pédagogique, il y a un examen, ou en tout cas, il y a
une forme d'évaluation qui doit pouvoir attester. Et donc, du coup, il y a besoin de pouvoir réfléchir à ça. En fonction des objectifs qui ont été définis, ça va être quoi l'alignement avec l'évaluation qui est proposée à la fin du parcours ou qui est proposée tout au long du parcours. Donc ça, c'est peut-être aussi une question à vous poser en interne, même si la formation professionnelle est, dans certains cas, en tout cas, moins... Enfin, la question de l'évaluation certificative est parfois moins prégnante, mais elle peut clairement se poser dans certaines conditions. Et enfin, en termes de feedback et de suivi, ça va être quoi? Donc, les apprenants, tout au long de la formation, comment est-ce qu'ils sentent qu'ils progressent? C'est quoi le feedback qui va leur être fourni tout au long du parcours pour pouvoir savoir où ils en sont, comment ils progressent, s'ils développent activement leurs compétences ou pas. Et alors, une fois que la formation est terminée, c'est quoi le suivi qui est assuré? Comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'il y a un transfert des apprentissages dans l'activité professionnelle sur le long terme, en fait, qu'est-ce qui se passe pour s'assurer qu'en fait, la formation, ce n'est pas juste un one-shot et puis après, on oublie, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les trois grandes questions à se poser. Alors, il y en a une, mais je pars du prérequis ici que vous voulez déjà poser, c'est de savoir si la formation est le bon moyen d'atteindre les objectifs que vous voulez. Je la pose comme ça là et vous en faites ce que vous voulez, mais on ne rentrera clairement pas dans le débat parce que sinon on est parti jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais j'aurais presque envie de dire qu'au-dessus du numéro 1, la question 0, entre guillemets, qui doit vraiment être là, c'est vraiment en fait, est-ce que la formation, c'est vraiment le bon moyen? Et est-ce que vous êtes certain que c'est vraiment vers la conception d'un dispositif pédagogique qu'il faut aller? Ou au contraire, est-ce que c'est un autre format, quel qu'il soit? Et je m'arrête là parce que sinon, sinon on va s'emballer. Voilà. Alors, deuxième clé de succès, c'est d'adopter une logique de prototypage. Alors, c'est quelque chose dont moi, je me suis rendu compte en rentrant à l'UC Louvain. Donc, je suis rentré comme conseiller pédagogique à l'UC Louvain, c'était en 2017. Et les premiers projets de conception de cours en ligne que j'ai pu accompagner se basaient en fait sur un modèle de gestion de projet qui est somme toute assez traditionnel. En ingénierie pédagogique, on a souvent tendance à utiliser un modèle de gestion de projet qui est un peu le modèle de référence qui s'appelle le modèle ADI. Ça veut dire analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Donc, c'est assez similaire finalement à un modèle de gestion de projet assez traditionnel. Et alors, l'analyse des besoins, on vient de le voir, c'est effectivement quelque chose qui est super important et qu'il faut éviter de lésiner. Mais surtout quand on se lance pour la première fois dans un projet d'innovation pédagogique ou dans un nouveau format qu'on n'a jamais expérimenté auparavant, le danger pour moi des méthodes de gestion de projet traditionnelles, c'est qu'elles ont tendance à faire croire que tout va être linéaire et que tout va s'enchaîner une chose après l'autre. Et en fait, dans la réalité, ce n'est absolument pas le cas du tout. Et je parle bien ici des projets d'innovation pédagogique. Si vous avez déjà des projets qui sont en roulement, vous avez déjà expérimenté la formation à distance plusieurs fois, etc., alors à ce moment-là, c'est peut-être moins pertinent. Mais si vous vous lancez pour la première fois dans la conception d'un dispositif pédagogique, moi, je vous conseille fortement, en tout cas, d'adopter une logique de prototypage. Et les premiers projets que j'ai pu accompagner à l'UC Louvain, ça a été une catastrophe parce que ça a été effectivement, on s'est accroché à un modèle de gestion de projet extrêmement linéaire. Voilà, on fait tout le développement, ensuite on shoot toutes les vidéos et puis finalement on arrive à la phase d'implémentation sur la plateforme où on se rend compte que mince, en fait, il manque des vidéos, il faut retourner une case avant. Ah ben mince, on a trop de vidéos ou les vidéos qu'on a faites finalement, elles ne s'articulent pas comme on le pensait avec les autres types de contenus qu'on avait. Et donc, du coup, ça crée un embouteillage et au final, tout le monde est frustré, tout le monde râle et en fait, l'expérience devient désastreuse pour tout le monde. Aussi bien pour les enseignants, aussi bien pour les conseillers pédagogiques qui sont derrière. Et puis finalement, pour les apprenants, ils n'ont pas forcément une expérience d'apprentissage qui est super cohérente et super consistante. Et donc, du coup, l'année qui a suivi mon démarrage à l'UC Louvain, en fait, je me suis vraiment plongé dans les méthodes d'amélioration continue, type méthode agile, design thinking, toutes ces choses-là qui sont peut-être familières pour vous. Et en fait, voilà, j'ai essayé d'en extraire
la quintessence de l'essentiel qui pourrait être appliqué dans notre contexte à nous. Et en fait, il y a une chose vraiment qui m'est apparue super importante, c'est une logique de prototypage. Donc l'idée vraiment de pousser les équipes pédagogiques à arriver le plus rapidement possible à un livrable tangible, pas un fichier Excel avec la liste des modules, pas un document Word dans lequel on explique, non, une logique de prototypage, c'est-à-dire que au bout du compte, rapidement, on veut voir quelque chose sur la plateforme que les étudiants vont utiliser, qu'on puisse tester et qu'on puisse se rendre compte finalement mais de quoi ça a l'air, comment est-ce que ça s'utilise. Donc, en gros, généralement, moi, ce que je fais encore maintenant avec les équipes pédagogiques que j'accompagne, c'est que je prends quand même une demi-journée pour faire deux choses. La première chose, c'est quand même brainstormer, se dire, OK, voilà, une fois qu'on a défini les objectifs d'apprentissage, ben, c'est quoi tous les types de contenus, les messages clés qu'on a envie de faire passer? Est-ce qu'on a déjà à ce stade des idées d'activités, d'exercices qu'on a envie de proposer? Donc, voilà, donc on essaie de faire un gros brainstorming de tout ça, et puis de prendre un petit temps pour structurer grossièrement une table des matières, histoire de savoir quand même plus ou moins vers quoi on va, et de se dire, ben voilà, on a autant de modules, on a éventuellement combien de sous-sections par module, et puis en fait, une fois qu'on a défini grossièrement cette table des matières au bout d'une demi-journée, ben en fait, j'invite une équipe pédagogique à choisir un module, généralement on va prendre le module 1, et de se dire, OK, ben voilà, en gros, qu'est-ce qui semblerait réaliste en termes de timing pour qu'on puisse en fait avoir ce module 1 en live dans la plateforme d'apprentissage avec déjà une ébauche de vidéos, d'exercices, d'activités et autres types de ressources. Et donc, l'idée, ça va vraiment être ça, c'est de se dire, ben voilà, en gros, on fonctionne en semaine. Alors, en méthode agile pure et dure, la logique voudrait qu'on fasse ça tous les jours, mais dans le quotidien des académiques, on a tenté, hein, j'ai tenté, c'est juste pas possible, c'est juste casse-gueule. Donc finalement, on s'est dit, ben, on va essayer de fonctionner semaine après semaine et de se réunir une fois par semaine pendant maximum 30-45 minutes, de prendre le temps de se dire, OK, ben voilà, on a une semaine devant nous, qu'est-ce qu'on planifie, qu'est-ce qu'on va produire, comment est-ce qu'on se répartit le travail. Ensuite, dans un second temps, on se quitte au bout de 30-45 minutes, chacun sait ce qu'il doit faire. Voilà, moi, je vais me charger de structurer le module 1 et les sous-sections sur la plateforme, un autre va créer une ressource sur tel sujet, un autre va aller tourner une vidéo ou au moins s'entraîner à voir ce que c'est que de tourner une vidéo et de mettre en place ça sur la plateforme. Ensuite, au bout d'une semaine, ben, on se revoit, on teste pour voir grosso modo ce que c'est. Ça ne doit pas être quelque chose d'énorme, hein, ça doit pour moi, l'idée du prototypage, c'est qu'il faut vraiment arriver le plus vite possible à une production tangible, mais ça ne doit pas être parfait dès le début et ça ne doit pas forcément être long. Si c'est avoir, ne fût-ce que produit un script pour une vidéo, pour moi, c'est bon. Tant qu'il y a un livrable qui est là et quelque chose sur lequel on puisse effectivement, euh, qu'on puisse tester, qu'on puisse discuter. Et puis, une fois qu'on a fait cette phase de test, bah, on prend le temps de réviser, d'améliorer, de produire les éléments qui suivent. Et puis voilà. Et puis, on tourne un boucle jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la production d'un module qu'on considère comme être relativement complet. Et une fois qu'on est arrivé à la fin de ce premier module sous forme de prototype, ben, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet déjà à tout le monde de savoir euh, ben, en fait, déjà, comment tout ça fonctionne. Il y a la plupart des enseignants chez nous, ils n'ont jamais mis les mains dans une plateforme d'apprentissage. Ils n'ont jamais tourné de vidéo. Ils n'ont jamais produit de ressources numériques. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte au bout de ce premier module de prototype, de pouvoir se rendre compte ben oui, du temps que ça prend, de tourner une vidéo, du temps que ça prend pour implémenter tout ça dans une plateforme, de pouvoir se rendre compte des contraintes que les plateformes d'apprentissage peuvent avoir, mais aussi de ce qu'elles permettent de faire et qu'on n'imaginait pas qu'elles pouvaient faire. Et au final, ben, au bout d'un premier module, ça prend, enfin, en tout cas d'expérience chez nous, ça peut prendre entre 2 et 3 mois pour produire un premier module prototype. Ben, ça permet aussi d'aller plus vite à la fin, parce qu'on a une structure de module. Généralement, quand les enseignants ont trouvé leur structure de module, ben, ils ont tendance à utiliser le même type de structure pour le restant du cours, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ça assure aussi un certain niveau de cohérence tout au long du cours et pas d'avoir des modules qui sont complètement différents en termes de structure d'une fois à l'autre.
Et donc, finalement, ça permet de faire gagner du temps. On perd un peu de temps au début, ça c'est clair, mais ça permet d'en gagner au final. Et donc, ça permet à ce stade-ci, avec la réalité des académiques, de pouvoir arriver à la conception d'un cours en ligne entre 6 mois à 1 an, en fonction des disponibilités de chacun et chacune. Donc, voilà. Et ça permet surtout aussi de renforcer la communication parce que sinon, généralement, ce qu'on faisait avant, c'était genre une réunion par mois, mais alors au bout du deuxième mois de travail, on se rend compte que comme il n'y avait pas eu nécessairement une bonne communication, on se rend compte que ce qu'on avait décidé le mois d'avant ne servait plus ou n'était plus compatible avec ce qu'on voulait. Enfin, voilà. Donc le fait aussi de se voir régulièrement, ce n'est pas uniquement la question du prototype, c'est vraiment aussi la question de communiquer régulièrement et de se voir une fois par semaine, même si c'est juste une demi-heure, mais ça permet de se rendre compte très vite en fait de voir si tout le monde est bien d'accord et si tout le monde se comprend bien. Donc en matière d'organisation du travail, c'est franchement quelque chose qui est pas parfait encore, même encore maintenant, c'est jamais parfait de toute façon, mais au moins ça permet quand même de lever toute une série de boucliers, quoi. Euh, voilà. Une petite question, Oui. David. Est-ce que vous intégrez l'apprenant dans cette démarche de conception? Comment? Ah, ah. Alors, Oui. la, Quelle la, place? la, la, la thé- la- la théorie m'encourage à vous dire que oui, il faut Ou- intégrer les apprenants dans la boucle. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire, si vous avez s'il y a du répondant et que les équipes de développement pédagogique chez vous sont à l'aise à le faire, faites-le. Oui, Et clairement, ça vaut les le coup. personas peut-être, comme en parle Oui. Arnaud, est-ce que tu Alors, utilises oui, j'ai essayé une fois de le faire. Comment dire ça élégamment? Euh, je pense que à ce stade-ci, à l'heure actuelle, on n'est pas prêt encore. C'est un, c'est un, c'est un step de trop. Donc voilà. Voilà, je pense que ça fait partie des limites enfin des limites. Le monde universitaire, effectivement, est un monde qui évolue lentement, à la fois pour de bonnes et parfois pour de mauvaises raisons. Mais clairement, il ne faut pas leur en demander trop en une fois. Et clairement, moi, je m'estime chanceux si, effectivement, si après avoir terminé le module, si des équipes pédagogiques d'enseignants acceptent de trouver 2 ou 3 étudiants pour bêta-tester le cours. Mais clairement, moi, je rêverais du jour où une équipe d'enseignants me dise, bah oui, clairement, voilà, on a 5 étudiants avec nous et on va les intégrer tout au long du processus avec nous et ils vont faire partie dès le début de la phase de testing, de révision. Et voilà, moi je rêverais de ça et je ne désespère pas, hein. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais on peut espérer. Mais donc voilà, si clairement, si de votre côté c'est possible et que vous avez les moyens et que vous avez la possibilité de le faire, oui, clairement, faites-le, quoi. Ok. Merci. Euh, Yeah. je vois une question de François sur la reproduction de la structure, pas de lassitude possible chez les apprenants. Non, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on observe ni dans la pratique, ni dans la littérature scientifique qui y a sur le sujet. Au contraire, le fait d'avoir une structure qui est cohérente de module en module, c'est quelque chose qui va justement aider à cadrer l'environnement numérique. On va y venir un petit peu plus loin, mais au contraire, ça va je vais pas dire, enfin, j'allais dire rassurer l'apprenant, mais ce n'est pas tellement une question de rassurer, mais si effectivement la formation, enfin, vous partez sur un projet de formation à distance qui va se dérouler donc entre 80% et 100% à distance, sans avoir de lien physique, entre guillemets, avec l'équipe pédagogique, le fait d'avoir une structure qui est cohérente de module en module, au contraire, ça va être plus facile pour les apprenants. Donc, c'est plutôt recommandé plutôt que de faire vraiment des structures complètement différentes de module en module. On pourrait éventuellement prévoir exceptionnellement une différenciation dans certains modules pour vraiment mettre l'accent sur un message clé super important. Et donc là, il va y avoir un effet de contraste qui pourrait être intéressant, mais sinon, dans l'ensemble, il vaut mieux garder une structure cohérente. OK, alors, troisième clé de succès, c'est d'apprivoiser son environnement numérique de formation.
Donc, comme je le disais, les équipes pédagogiques ici, en tout cas celles que moi j'accompagne, ce sont des équipes qui, pour la grande majorité, n'ont jamais mis les mains dans la formation à distance. Généralement, c'est leur première expérience de formation à distance. Et donc, c'est important de pouvoir structurer un peu les choses. Donc, qu'est-ce qu'on entend par environnement numérique de formation? On entend principalement trois choses. La première chose, c'est qu'on a une plateforme d'apprentissage en ligne, ce qu'on va appeler dans le jargon un LMS, donc un Learning Management System. Donc, à l'UC Louvain, les deux LMS qu'on utilise, c'est Moodle et edX. Moodle, on l'utilise pour les cours en ligne qui sont restreints à la communauté étudiante de l'UC Louvain, et edX est le LMS qui nous sert à héberger nos MOOC, donc les cours en ligne qui sont massivement ouverts à l'international. Donc ça, ce sont les deux LMS que nous, on utilise, mais à côté de ça, voilà, il y en a des dizaines, hein. Donc ici, c'est juste pour vous situer, c'est peut-être des LMS que vous utilisez déjà en interne, mais donc on peut citer des outils comme 360 Learning ou MySkillCamp. Et alors, je sais que parmi vous, il y a alors soit des indépendants, soit des petites structures de formation. Si vous souhaitez vous lancer dans des programmes de formation à distance pour vos clients, moi, ce n'est pas nécessairement vers 360 Learning ou vers MySkillCamp que je vous orienterai, mais plutôt vers des plateformes comme Teachable ou Thinkific, qui sont en fait davantage pensées pour alors soit des créateurs de contenu sur le web, soit vraiment entre guillemets, des formateurs indépendants. Donc, les tarifs, notamment, sont aussi plus abordables, et les modèles économiques sont mieux pensés, entre guillemets, pour les toutes petites structures ou les formateurs indépendants. Mais voilà, mais comme ça, vous avez un peu le panorama. Donc, la plateforme d'apprentissage en ligne, qui est vraiment finalement le camp de base sur lequel on va envoyer, entre guillemets, la communauté apprenante, et qui sert vraiment à structurer finalement tout le cours, qui va permettre de définir les modules, les sous-modules sur lesquels on va venir déposer les ressources, créer les activités, les exercices, etc. Ensuite, la deuxième chose dont on a besoin pour créer son environnement numérique de formation, c'est les logiciels de conception de contenu, qu'on appelle les outils auteurs. Donc là, voilà, vraiment les plus célèbres, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est la suite articulée 360, il y en a d'autres, mais voilà, bon, à l'UC Louvain, nous, on utilise plutôt des outils comme Camtasia, H5P et Geniali, que personnellement, je recommanderais aussi si vous êtes plutôt indépendant ou toute petite structure, parce que les tarifs aussi sont plus abordables. Articulé 360, il y a des très chouettes outils là-dedans, mais voilà, on est clairement dans des tarifications business premium, quoi. Donc voilà. Et alors, pour moi, si vous débutez, il y a deux outils auteurs que vous avez déjà probablement installés sur votre ordinateur. Alors, vous allez peut-être tomber des nues ou vous dire, mais enfin, c'est pas ça. Mais pour moi, Microsoft Word et Microsoft PowerPoint, si vous n'avez pas les moyens de vous payer Articulé 360 ou des outils comme Camtasia ou Geniali, bah oui, clairement. Alors, clairement, en termes de mise en page, Microsoft Word, comment dire ça élégamment aussi, c'est clairement pas l'outil le plus simple, mais clairement, ça peut faire le job. Et très honnêtement, alors bon, clairement, nous à l'université, voilà, on ne va pas lancer un débat sur le financement des universités, mais clairement, on est sous-financé, donc on doit faire avec les moyens du bord, et parfois on n'a pas les moyens, voilà, typiquement des outils comme Articulé 360, c'est des outils qu'on n'a pas les moyens de se payer, donc on doit faire avec des outils qui sont plus soft, et en fait, on pourrait le voir comme une faiblesse, mais moi je le choisis pour le coup, et sans langue de bois, de le voir comme une force, c'est-à-dire que le fait d'être contraint par les aspects financiers nous oblige à utiliser des outils qui sont peut-être moins wow effect et tout ce qu'on veut, mais qui permettent finalement d'arriver aussi à des résultats qui sont quand même pas mal. Et franchement, des outils comme Geniali, des outils comme H5P, ce sont des outils qui permettent d'arriver à des résultats qui sont franchement pas mal, quoi. Et clairement, bah oui, vous mettez un enseignant qui n'a jamais touché un outil auteur de sa vie, bah clairement, Microsoft Word, pour lui, c'est déjà quelque chose c'est déjà un challenge d'arriver à faire quelque chose de propre et joliment fait sur Microsoft Word ou sur Microsoft PowerPoint. Donc voilà, donc clairement, moi, je ne vous encourage pas nécessairement à la débauche d'outils ou à prendre les outils qui sont les plus
j'allais dire tapageur, mais c'est péjoratif. J'ai rien contre Articulate 360, mais c'est juste que c'est très cher et, et qu'on peut arriver à des chouettes résultats sans nécessairement débourser des centaines d'euros par an dans des outils auteurs, quoi. Donc voilà. Et c'est important pour moi, et ça c'est aussi bien pour la plateforme d'apprentissage en ligne que pour les logiciels de conception de contenu, de pouvoir en fait mettre les mains très tôt dedans. Donc si vous ne les maîtrisez pas encore ou si vous n'en avez pas encore, vous êtes vraiment voilà, dans une démarche d'innovation pédagogique parce que vous allez démarrer un projet de formation à distance pour la première fois, n'hésitez pas à mettre les mains dans l'outil le plus vite possible. Encore une fois, c'est important pour pouvoir se rendre compte de qu'est-ce que l'outil permet de faire, qu'est-ce qui permet de ne pas faire et de ne pas s'embarquer dans des idées d'activité ou de contenu qui seraient soit trop compliquées à mettre en place pour une première édition, soit qui serait tout simplement pas possible de faire, quoi. Donc voilà, donc avoir une bonne connaissance finalement de votre écosystème et des outils que vous avez en main, pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et alors enfin, bah, le troisième type d'outils, ce qu'on appelle les logiciels de visioconférence. Donc là, je ne vais pas m'étaler, vous avez Teams, vous avez Zoom. C'est clairement quelque chose de facultatif parce qu'on pourrait très bien imaginer des dispositifs pédagogiques entièrement à distance qui ne requièrent pas de logiciel de visioconférence. Ça peut faire partie, voilà, en fonction des choix que vous posez dans ce que vous voulez. C'est clairement quelque chose voilà, donc vous pourriez ne pas avoir besoin, même si je pense à titre personnel que c'est bien quand même de les avoir sous le coude, mais maintenant quasiment toutes les entreprises les ont. Donc voilà, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Petit point avant, parce que le point après, il va être un petit peu plus long, donc juste pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de questions. On peut également réduire le risque de fascination de l'outil. Oui, tout à Oui, fait. Clairement, hein, c'est le risque avec les outils, c'est de vouloir en faire trop. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un des leitmotifs aussi que moi je partage à la fois dans ma pratique au quotidien, mais voilà, que je partage ici aussi, c'est vraiment attention à la fascination de l'outil, parce que sinon, enfin, à la fascination de l'outil et à vouloir multiplier trop d'outils. Euh, voilà. Logiciel d'interactivité, Paul. Oui, alors pour répondre à Stéphane, donc les logiciels, tu parles des outils qui sont intégrés à Teams. J'imagine que oui. Si c'est ça, ben, là, effectivement, bon, alors je ne les reprends pas ici, mais clairement, oui, ça peut faire partie des outils qu'on peut, ou externe survey, oui. Oui, là, on pourrait quelque part les intégrer dans ce qu'on appelle les outils auteurs, mais là, il y en a tellement, enfin, je veux dire, donc, mais oui, clairement, on pourrait aussi imaginer ce type d'outil, quoi. On enchaîne avec oui, la quatrième clé de succès. La quatrième clé de succès, c'est de penser la scénarisation du déroulement de vos modules. Alors, un scénario pédagogique, qu'est-ce que c'est? Un scénario pédagogique, c'est un document de travail, on pourrait appeler ça comme ça, qui va en fait décrire euh, au maximum, en tout cas, le parcours qu'un apprenant va mener du début du cours jusqu'à la fin du cours ou du début d'un module jusqu'à la fin d'un module. Donc là, pour reprendre la toute première dia au début que je partage avec vous sur les points de contact et les actions à mener, ben là, clairement, on zoome clairement sur cette partie-là. Le scénario pédagogique, ça va vraiment servir à décrire, ben, voilà, dans le module 1 de mon cours, ben, on commence par quoi? Est-ce que c'est l'enseignant qui commence par faire quelque chose, ou bien est-ce que c'est les étudiants qui sont face à une activité, face à quelles ressources? Donc voilà, donc ça va décrire toutes les unités d'action que l'apprenant va faire pour suivre finalement sa progression du début à la fin du module. Et donc un scénario pédagogique, ça va englober plusieurs choses. Ça va englober les activités, donc en gros, qu'est-ce que l'apprenant doit faire dans le module, dans le cours. Ça va englober aussi toutes les ressources qui vont être mises à disposition de la communauté apprenante, que ce soit des vidéos, des fichiers texte, des infographies, peu importe. Enfin, voilà. Donc, toutes les ressources qui vont être utiles pour la réalisation de ces activités-là. Dans ressources, on englobe aussi les consignes. On verra que les consignes, c'est quelque chose d'extrêmement important et pas que pour les évaluations qui comptent pour des points. Toutes les interventions de la communauté, de l'équipe pédagogique. Donc, en gros, ben, on attend des apprenants qu'ils fassent quelque chose, mais pour que les apprenants fassent quelque chose, il faut qu'il y ait une équipe pédagogique derrière qui
disent en gros ce qu'il faut faire et quand il faut le faire et comment il faut le faire, et alors un déroulement chronologique, entre guillemets, sous forme d'agenda, et dans lequel on explicite aussi clairement le timing de chacune des activités. Donc, typiquement, pour la réalisation de telle activité ou d'un module complet, combien de temps est-ce que ça prend, du point de vue apprenant, hein, que les apprenants soient très au clair, finalement, par rapport à qu'est-ce qui est attendu d'eux et combien de temps ça va leur prendre, parce que ça fait partie aussi de leur équation en termes d'organisation personnelle. Alors, il y a juste avant d'aller plus loin, un point qui est vraiment essentiel, et ça, je le vois partout, aussi bien dans l'enseignement supérieur, enfin dans les formations à distance, dans l'enseignement supérieur que dans les formations à distance qui sont organisées dans les organisations tout type confondu. C'est parfois la confusion qu'il peut y avoir entre activité d'apprentissage et ressources d'apprentissage. Et ce sont deux choses qu'il faut éviter de confondre parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc là, je vais me permettre de faire l'universitaire chiant qui joue sur les mots. Une ressource d'apprentissage, c'est un objet qui peut avoir plusieurs formats. Donc, on peut avoir une ressource texte, on peut avoir une ressource vidéo, on peut avoir une ressource image. En gros, c'est un objet qui contient un certain type de contenu. Mais si on propose une ressource d'apprentissage à un apprenant, tant qu'on ne lui a pas dit ce qu'il devait en faire, il peut utiliser cette ressource de plein de manières différentes. Et c'est là que l'activité rentre en jeu. Une activité d'apprentissage, c'est une situation qui est planifiée et dans laquelle on va donner des consignes, entre guillemets, sur qu'est-ce qu'on attend de l'apprenant et s'il y a une ressource, qu'est-ce qu'il doit faire avec cette ressource. Donc, pour vous montrer un petit peu pour accentuer cette différence entre ressources et activités, je vais vous proposer voilà, un modèle qui est ce qu'on appelle le modèle ICAP de Chi et Wiley. C'est un modèle qui a été théorisé il y a plusieurs années pour en fait montrer qu'en fonction d'une ressource qu'on propose, on peut avoir un ensemble de types d'apprentissage. On peut avoir à la fois des apprentissages qui sont extrêmement superficiels ou au contraire, avec une même ressource, on peut aussi aboutir à des apprentissages qui sont vraiment durables et en profondeur. Et donc, en fait, ce modèle, qu'est-ce qui se passe? Si on imagine, par exemple, qu'on propose une vidéo à des apprenants, dans la forme la plus passive de l'exploitation de cette ressource, ils visionnent la vidéo. Donc, en gros, si vous mettez une vidéo dans votre plateforme d'apprentissage et que vous orientez vos apprenants vers la vidéo, sans autre forme de procès, ils cliquent sur Play et ils regardent la vidéo. Voilà. Après, clairement, ce n'est pas la configuration dans laquelle il va y avoir le plus d'apprentissage. Si on augmente un tout petit peu le challenge ou en tout cas le degré d'activation pédagogique, on va essayer de rendre la ressource active. Donc, on va, sur base de la vidéo, on va inviter, et donc on va mettre une consigne au-dessus de la vidéo en disant aux apprenants, prenez note des idées essentielles ou prenez note des 3 sujets qui sont pour vous les plus importants dans cette vidéo. Et donc, quand ils cliquent sur Play, ils écoutent la vidéo, mais en ayant en tête, oui, il faut que soit je prenne note moi-même des éléments les plus importants ou que je fasse attention aux 3 éléments les plus importants pour moi. Si on augmente un petit peu plus encore le degré d'activation pédagogique, on entre dans une dimension qui est plus constructive. Et on va dire aux étudiants, une fois que vous avez visionné la vidéo, essayez de reformuler ou d'expliquer les concepts avec vos propres mots. Donc, soit dans un document, soit de vous enregistrer vous-même une vidéo que vous partagez avec vos pairs. Voilà, une fois que vous avez visionné la ressource, vous avez consommé la ressource, comment est-ce que vous pourriez reformuler le contenu avec vos propres mots? Et donc là, on se rapproche d'un apprentissage qui va être le plus efficace. Et alors, une fois qu'on arrive au bout du continuum, on arrive vers ce qu'on appelle le degré d'activation pédagogique qui est le plus poussé, qui est le mode interactif, dans lequel on va dire, voilà, une fois que vous avez vu la vidéo, mettez-vous en groupe et échangez ou expliquez-vous les uns les autres le concept de la vidéo. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut toujours proposer le mode d'engagement qui soit le plus interactif. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir naviguer sur ce continuum, mais c'est d'avoir conscience que, en fait, si vous fournissez un texte, une image, une infographie, une vidéo ou n'importe quel type de contenu sans mettre de contexte autour, que ce soit une consigne d'utilisation ou quoi que ce soit,
basiquement, les apprenants, ils vont rester derrière l'écran et ils vont cliquer sur Play ou bien ils vont lire une fois, puis ils vont cliquer sur le bouton suivant et ça va s'arrêter là. Donc, c'est important de pouvoir réfléchir au degré d'activation pédagogique que vous souhaitez proposer pour pouvoir naviguer sur ce continuum d'activation pédagogique. Alors, une fois que ça s'est fait, en fait, il y a 4 dimensions qui vont être importantes à prendre en compte pour configurer votre dispositif, pour créer votre scénario pédagogique. Une première dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension asynchrone-synchrone. Donc, bon, je présente mes excuses par avance parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà experts, enfin, en tout cas, beaucoup plus experts que d'autres. Donc, on a un public très hétérogène aujourd'hui, donc désolé pour l'ardite pour certains, et j'espère quand même que d'autres découvriront des choses intéressantes. Mais donc, voilà, donc la modalité asynchrone-synchrone qui, en fait, permet de décrire en fait comment on va s'adresser, enfin comment les apprenants, pardon, entre guillemets, vont utiliser les différentes formes de contenu ou d'activité durant une formation à distance. La première modalité, qui est la modalité asynchrone, qui, par exemple, pendant la crise Covid, ça a été une des moins utilisées. La modalité asynchrone, c'est la modalité en formation à distance qui offre le plus de flexibilité, parce qu'en fait, c'est la modalité dans laquelle en gros, chacun peut suivre sa progression comme il veut en fonction de son horaire. C'est vraiment la modalité qui permet le plus de flexibilité et qui se déroule en dehors de toute session en live, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment chacun progresse à son rythme. Et donc, typiquement, la modalité asynchrone, pardon, elle convient extrêmement bien pour proposer de visionner des vidéos, de lire des supports écrits comme des textes, des consignes, de pouvoir participer, de consulter à des forums, de réaliser des exercices comme des quiz, des drag and drop et tout ça. De contribuer à une production collective, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est... Enfin, on va le voir juste après, mais c'est vrai que typiquement, on pourrait très bien décider en modalité asynchrone de pouvoir collectivement arriver à une production qui soit commune, même si on ne se voit pas en live tous au même moment. Préparer des questions à poser. Donc ça, c'est toute une série de choses qu'on peut faire en dehors de toute contrainte de timing, que chacun peut le faire un peu quand il veut. C'est-à-dire un participant peut le faire le matin, un autre, il a plus de temps en fin de journée, mais il pourrait le faire en fin de journée. Donc voilà, c'est vraiment la modalité qui est plus flexible. Donc là, je reviens encore une fois à ce que je disais au début, en fonction du type de flexibilité que vous recherchez dans votre formation à distance. Typiquement, si vous cherchez énormément de flexibilité horaire, clairement, c'est la modalité asynchrone qu'il faudrait le plus solliciter. Et en parallèle de ça, on a la modalité synchrone, donc qui en fait est la modalité entre guillemets en live. Donc typiquement, ce qu'on est en train de faire ici maintenant, c'est de la modalité synchrone. Là, ça sert à, par exemple, pour que l'équipe pédagogique puisse organiser des débats, interviewer des experts, puisse organiser des travaux collaboratifs en sous-groupe. Donc maintenant, il y a depuis de nombreux mois, il y a cette fonction dans Teams et dans Zoom qui permettent de créer alors dans Teams, ça s'appelle des breakout rooms, et dans Zoom, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais des salles de dérivation, je ne sais pas quoi. Ah non, ça c'est le terme sur Teams. Enfin, bon, bref, de créer des sous-groupes qui peuvent travailler sur des tâches spécifiques. La modalité asynchrone, c'est très bien aussi pour expliquer des consignes. Ça, c'est quelque chose dont nous, chez nous, en tout cas, on s'en a rendu compte. On a beau être le plus précis possible, le plus concis possible dans les consignes écrites qu'on donne en modalité asynchrone, il y a toujours des étudiants qui soit ne comprendront pas complètement les consignes ou qui auront besoin de compléments de consignes. Et typiquement, le fait de pouvoir avoir un vrai échange en interaction directe, c'est quelque chose qui peut être utile pour expliquer les consignes d'une évaluation. Donner des feedbacks sur des productions. Alors, ça pourrait être fait en asynchrone, mais typiquement, encore une fois, ça a parfois plus d'effets et plus de facilité de le faire de manière synchrone. Les questions-réponses, évidemment, et alors tout ce qui concerne les brainstorming. Ça, c'est une modalité, même s'il y a certains outils qui permettent de le faire de manière asynchrone, à ce stade-ci, on se rend compte quand même que pour les étapes d'un processus vraiment créatif de génération d'idées, dans lequel on doit vraiment avoir un processus de créativité divergente, à ce stade-ci, le fait de le faire en synchrone, c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile, quoi.
Voilà, ça c'était pour la dimension asynchrone-synchrone. Ensuite, il y a deux autres dimensions qu'on va pouvoir couvrir en fait d'une traite, qui sont la dimension individuelle collaboratif et appropriation de production. Donc, à quel point donc, vous souhaitez que la formation à distance soit plutôt orientée individuellement? Donc, est-ce que vous voulez que ce soit une formation à distance qui soit plus orientée vers chaque apprenant fait la formation tout seul dans son coin, ou au contraire, est-ce que vous imaginez que cette formation à distance puisse être réalisée à certains moments, en tout cas par plusieurs apprenants en même temps? Et alors, le degré appropriation de production, ben, c'est en gros, est-ce que la formation vise davantage à s'approprier des contenus, des outils, ou bien est-ce qu'il y a un enjeu d'arriver vers un délivrable concret à la fin? Et donc, on peut schématiser ça sur un axe, sur un graphe, un double axe. Donc, un premier axe qui est appropriation et production, et un autre qui est individuel collaboratif. Et en fait, on peut imaginer toute une série d'activités qui goupillent en fait au moins deux de ces éléments. Donc, typiquement, on pourrait avoir des activités qui visent à la fois l'appropriation, mais qui sont plutôt au niveau individuel. Le fait voilà, d'être derrière son écran et de résoudre des exercices, de répondre à un quiz, de prendre des notes, de réaliser une carte mentale ou une carte conceptuelle sur base des contenus qui sont proposés par la formation. Ben voilà, ça, c'est des choses que chaque individu peut faire et qui visent plutôt une appropriation des contenus qui sont proposés. Si on se déplace sur l'axe, on pourrait se dire, ben, tiens, les activités qui sont toujours d'ordre d'appropriation, mais plutôt collaboratives, qui peuvent être faites en collaboration avec d'autres apprenants, ben, le fait de débattre d'un sujet présenté, le fait d'analyser un cas en équipe, de partager des exemples dans la vie réelle sur base des contenus qui sont proposés en formation. On pourrait imaginer aussi, pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec la ludopédagogie et typiquement les jeux cadres de Tiagi, il y en a, enfin, un des jeux les plus connus, c'est le jeu du quiz, dans lequel qu'on fait en équipe. On pourrait très bien reproduire ce quiz sur Teams ou sur Zoom en format synchrone. Donc voilà, donc ça c'est toujours de l'appropriation, mais qui se fait de manière collaborative, soit de manière synchrone ou asynchrone. Si on descend vraiment dans l'axe de la production, et toujours en restant du côté collaboratif, ben, voilà, on pourrait très bien se dire qu'un objectif de la formation, une activité qu'on peut proposer, c'est d'enrichir collectivement une base de connaissances, de mener un projet ou de résoudre des problèmes en équipe, d'élaborer une charte des modalités d'organisation. Donc, voilà. Donc là, on est toujours en train de collaborer ensemble, mais contrairement à la case du dessus, dans laquelle on est plutôt dans un volet d'appropriation, ici, clairement, il y a un délivrable qui est visé. Et enfin, le dernier, ben, c'est la même chose, mais du côté individuel. Donc, c'est rédiger une synthèse, réaliser une présentation, effectuer une recherche complémentaire, élaborer un plan d'action personnel. Donc voilà. Donc, il y a clairement de l'inspiration qui pourrait être transposée dans différents cadrans. Alors, ici, c'est vraiment juste pour donner des idées, mais après, libre cours à la créativité de chacun et chacune, c'est juste à des fins d'illustration. Il y aurait tout à fait moyen d'imaginer que réaliser une présentation, on pourrait très très bien le faire de manière collaborative aussi, tout comme, je ne sais pas moi, résoudre un problème, on peut le faire aussi de manière individuelle. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous offrir un petit panorama. Voilà, donc individuel, collaboratif, production. Et alors, la dernière dimension qui est important à prendre en compte quand on crée son scénario pédagogique, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on vise une formation à distance qui inclut un certain degré d'accompagnement ou pas d'accompagnement du tout. Alors là aussi, je me permets de refaire mon universitaire chiant qui joue sur les mots. Une formation à distance, ce n'est pas une auto-formation. Et malheureusement, et ça c'est quelque chose que je peux observer dans plein de contextes différents, c'est qu'on a souvent l'image de la formation à distance qui est en gros l'apprenant seul devant son écran, d'ordinateur, de tablette, de smartphone, peu importe. Et en gros, il est tout seul derrière son écran et il regarde les vidéos, il réalise les activités tout seul, sans aucun suivi de la part de l'équipe pédagogique. Ça, ce n'est pas une formation à distance, c'est une auto-formation. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommande parce que
c'est pas impossible à suivre, mais une auto-formation demande des compétences, ce qu'on appelle des compétences de métacognition et d'autorégulation qui sont très poussées. Ça veut dire que pour pouvoir suivre une auto-formation en tant qu'apprenant, il faut être hyper organisé et hyper conscient de la manière dont on structure ses propres apprentissages sans bénéficier du soutien de qui que ce soit. Ce n'est pas impossible, mais ça demande de développer au préalable des compétences métacognitives et des compétences d'autorégulation, ce que, en fait, beaucoup d'apprenants n'ont pas. Et c'est pas grave en soi, c'est pas un reproche que je fais aux apprenants, euh, mais c'est juste que c'est illusoire de croire qu'en fait, on va créer une formation dans laquelle il n'y a aucune intervention de la part de l'équipe pédagogique, de qui que ce soit, de formateurs, de conseillers, voilà. Et en gros, on met les apprenants là-dessus et ils vont se débrouiller tout seuls. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on peut observer qu'il y a parfois ce qu'on appelle des taux d'attrition, donc des taux de complétion qui sont extrêmement faibles dans les formations à distance, qui ne sont pas des vraies formations à distance. Si on veut que les apprenants aillent jusqu'au bout de la formation et qu'ils suivent et qu'ils adhèrent et il n'y a pas de miracle, il faut qu'il y ait derrière quelque chose qui soit mis en place. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je vous invite à réfléchir, c'est OK, vous avez votre scénario, mais dans quelle mesure est-ce que ce scénario inclut de l'accompagnement? Et l'accompagnement, il peut être nécessaire pour 4 grandes raisons. La première raison, c'est pour une question d'organisation. C'est-à-dire que d'avoir un être humain réel qui va envoyer des emails, va prendre la peine de contacter les apprenants pour leur expliquer les modalités d'organisation, de savoir comment ça se place, c'est quoi le déroulement, etc. Ben, c'est quelque chose d'hyper important, en fait. Les apprenants, ben, ils vont avoir des questions par rapport au contenu. Il y a des choses qu'ils vont peut-être pas comprendre. Ben, comment est-ce qu'ils font appel aux experts ou à l'équipe pédagogique qui a pondu la formation pour pouvoir avoir réponse à leurs questions. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face. Et malgré tous les malgré tous les progrès de l'intelligence artificielle à ce stade-ci, moi, personnellement, je ne le vois pas, en tout cas encore maintenant, comme une solution potentielle. Après, on en reparlera dans 10 ans ou dans 20 ans, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui et pour au moins les 5 prochaines années, mais je m'avance peut-être, s'il y a besoin d'une explication complémentaire, ben, il sera toujours plus évident d'avoir un vrai être humain derrière pour pouvoir soutenir les apprenants. Idem en termes de motivation. Si jamais effectivement on voit qu'il y a une perte et qu'il y a certains apprenants qui décrochent, ben, c'est de pouvoir effectivement décrocher son téléphone ou appeler sur Teams ou envoyer un email. Là, ben, tiens, je vois que ça n'a pas l'air d'aller pour toi, je vois que tu t'es pas connecté sur la plateforme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour toi, et de pouvoir un contact en face-to-face pour pouvoir prendre le pouls et de voir quelles sont les raisons finalement de cette démotivation. Et alors, d'un point de vue basique, hein, mais d'avoir quelqu'un qui puisse en tout cas basiquement répondre aux problèmes techniques. Ah, tiens, j'essaie de me connecter à la plateforme, mais avec mon login, mon mot de passe, ça ne marche pas. Tiens, j'essaie d'arriver dans tel contenu, mais la vidéo ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, donc d'avoir quand même quelqu'un qui puisse assurer un suivi, ce qu'on va appeler du tutorat à distance. Pour ces 4 grandes raisons-là, ben, c'est important de pouvoir le prendre en compte. Et donc, du coup, ben, en soi, si vous voulez faire une auto-formation, pas de souci, allez-y, mais faites attention, soyez conscient que ça peut pêcher par manque d'accompagnement. Donc, si vous voulez vraiment créer un dispositif pédagogique à distance, je vous encourage à vraiment réfléchir aussi au type d'accompagnement que vous allez proposer aux apprenants tout au long du parcours. Donc voilà, et en fait ici, ben, on peut observer que ces 4 dimensions, on peut les utiliser un peu comme les curseurs, hein. Vous voyez les curseurs verts qui sont là, ben, on peut l'utiliser à la fois comme outil de conception, mais aussi comme outil de diagnostic une fois qu'on a conçu un premier prototype, et de dire finalement sur base de ce qu'on a conçu, ben, est-ce que notre dispositif, est-ce qu'il s'oriente plutôt du côté synchrone ou plutôt du côté asynchrone? Tiens, dans tout ce qu'on a mis en place comme activité, etc., est-ce qu'on est plutôt dans l'individuel ou dans le collaboratif? Est-ce qu'on est plutôt dans l'appropriation, la production? Est-ce qu'on a suffisamment d'accompagnement ou au contraire, on voit qu'on n'a pas d'accompagnement du tout? Donc voilà, donc on peut l'utiliser à l'échelle de la formation complète. On peut aussi zoomer avec ces 4 dimensions à l'intérieur d'un module ou d'un sous-module.
Ça permet de voir un petit peu où on en est. Donc, je vais essayer d'exemplifier ça avec alors c'est un cours qui date un petit peu et j'ai été cette semaine voir. Il a été mis à jour, donc il ne correspond plus exactement à la réalité. C'est un cours de dermoscopie qui est proposé ici par l'Institut de formation continue du lycée Louvain, qui se divise voilà, il y a un module, le premier module du cours qui se divise en deux grandes parties. Il y a au total, ça dure un mois. Il y a plus ou moins, si ma mémoire est bonne, c'est entre 20 et 30 étudiants, je ne sais plus, mais donc on est sur une petite cohorte d'étudiants. Et en fait, sur un mois, on va avoir les 3 premières semaines qui vont se dérouler de manière asynchrone et qui vont nécessiter entre 5 et 7 heures de travail en autonomie. Et puis après, sur la 4e semaine du module, en fait, il va y avoir un webinaire qui va se dérouler de manière synchrone sur Teams. Et donc, ben voilà, le module 1 démarre, l'enseignante annonce l'ouverture du module, elle donne des conseils sur voilà, comment est-ce qu'on peut progresser, comment le module se structure et comment est-ce qu'on peut progresser dans le module. Ensuite, les étudiants sont invités à s'approprier des concepts, donc il y a à la fois des fiches pédagogiques au format texte et des vidéos qui leur permettent d'observer en fait des clichés dermoscopiques et de pouvoir écouter les diagnostics que l'enseignante fait sur base de ces clichés. Ensuite, ils ont accès à toute une série de tests de connaissances qui sont principalement orientés quiz et qui sont formatifs. Donc, ça veut dire qu'ils ne comptent pas pour des points. C'est vraiment des quiz qui sont là à but d'entraînement. Une fois que c'est fait, ben, l'enseignante annonce l'ouverture d'un forum et donne des consignes sur à la fois la conception d'un cas clinique et comment le partager dans le forum. À ce moment-là, les étudiants sont invités à présenter un cas clinique, à préparer un cas clinique et à le partager dans le forum et à répondre aux questions que se posent les autres apprenants de la cohorte. Ensuite, ils s'entraînent au diagnostic à travers de nouveau toute une série de quiz et de résolution de cas cliniques. Et l'enseignante termine quelques jours avant la semaine 4 pour rappeler les échéances du webinaire et comment va se passer le webinaire. Et voilà, et en semaine 4, ben, au moment du webinaire, les étudiants sont invités à présenter leur cas, à répondre aux questions de l'enseignant et des pairs, et voilà, de travailler de manière collaborative. Et l'enseignante est là pour, voilà, pour animer, répondre aux questions, présenter, approfondir certains éléments cliniques, etc. Donc voilà, c'est vraiment à titre d'exemple. Je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur exemple du monde, et je pense que de toute façon, enfin, voilà, une formation parfaite, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment juste un exemple pour illustrer comment on peut articuler à la fois asynchrone, synchrone, et toutes les dimensions qu'on vient de voir. Et en fait, si on prend le curseur, ben, sur base de l'exemple que je viens de voir, ben, on peut voir que, alors ça, c'est de l'interprétation à la grosse louche et qui est tout à fait personnelle, hein, donc il n'y a pas de critères chiffrés derrière, c'est vraiment une interprétation à faire soit en tant qu'accompagnant ou équipe pédagogique, mais clairement, ici, on voit qu'on est plus dans du travail qui est en autonomie, donc asynchrone, qui est légèrement plus orienté vers l'individuel, même s'il y a un petit peu de collaboratif, mais on est quand même majoritairement vers l'individuel. Appropriation de production, j'ai eu un peu de mal à me décider, mais il y a quand même un objectif très concret, très pratico-pratique, pardon, donc je l'ai mis légèrement plus vers la production. Et alors, clairement, ben, on est dans un module dans lequel il n'y a pas énormément d'accompagnement. Il y a du soutien qui est là et l'enseignante est là. Elle participe à l'organisation, au séquençage, etc. Mais derrière, on n'est quand même pas dans un module dans lequel il y a énormément de tutorat et d'accompagnement. Donc voilà, donc, pour illustrer comment on peut utiliser cet outil-là. Alors, dernière clé de succès, c'est de varier les ressources d'apprentissage. Spoiler alerte, mais pas trop, comme pour les outils. On va voir après. C'est important de varier les ressources d'apprentissage parce que voilà, les apprenants vont se retrouver face soit à leur ordinateur ou leur tablette et donc moins en interaction directe avec le formateur ou l'équipe pédagogique, ben, c'est important de proposer suffisamment de variété pour soutenir l'attention et la motivation. D'un autre côté, et ça à la limite, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la formation à distance, mais les recherches nous montrent que pour concevoir des ressources numériques d'apprentissage, c'est important de pouvoir mixer au moins les modalités visuelles et auditives pour renforcer les messages. Et donc là, c'est un auteur qui s'appelle Richard Mayer qui a conceptualisé une théorie qui s'appelle la théorie de l'apprentissage multimédia et qui décrit un peu comment
comment fonctionne l'interaction entre vision et audition dans l'intégration en mémoire à long terme. Donc, typiquement, dans des contenus pédagogiques, on peut avoir des contenus de type mots, de type image. Donc, ces éléments sont perçus par la mémoire sensorielle, donc par nos yeux, par nos oreilles. Ces éléments vont être intégrés en mémoire de travail, donc on appelle aussi la mémoire à court terme. Et cette mémoire de travail, en fait, elle va faire une intégration, si on veut, des images et des sons pour pouvoir faciliter l'intégration en mémoire à long terme. Et on se rend compte que, effectivement, si on propose uniquement du texte ou uniquement des images, en fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est de faire quelque chose qui soit qui puisse goupiller entre guillemets les deux et qui aura plus de rétention en mémoire à long terme que de proposer juste du texte ou juste de l'image. Et enfin, dernier élément, c'est les types de ressources à utiliser. Donc là aussi, je les ai catégorisés en 4 grandes archétypes, entre guillemets, de ressources. Maintenant, on pourrait pinailler sur ce qu'il y a derrière, et je suis entièrement d'accord. Ce qui est important, c'est d'essayer de les catégoriser des plus simples à produire, des plus statiques, et des plus accessibles. Alors, accessible, j'utilise le mot accessible ici dans le sens accessibilité pour les personnes, entre guillemets, en diversité et inclusion. C'est accessible pour les personnes qui souffrent de certains types de déficiences ou de troubles d'apprentissage. Et au contraire, à l'opposé du continuum, on va avoir des ressources qui sont plus complexes à produire, qui sont peut-être plus dynamiques et interactives, mais du coup qui vont être aussi moins accessibles directement pour les personnes qui souffrent de difficultés d'apprentissage. Donc clairement, la plus facile à produire, qui est aussi la plus statique et qui est la plus accessible, c'est le texte brut. C'est simple à produire parce qu'il suffit d'un logiciel de traitement de texte. C'est statique parce qu'effectivement, on ne peut pas cliquer dessus, il n'y a pas d'interaction, d'interactivité possible. Et c'est super accessible parce que, soit pour des personnes qui sont à déficience visuelle, les logiciels de reconnaissance vocale permettent de décrypter facilement le contenu d'un texte ou d'un PDF. Et au contraire, les personnes qui sont à déficience auditive, elles savent quand même toujours lire le texte. C'est pour donner une idée. Nous, c'est quelque chose à l'ULC Louvain qui commence à faire partie des critères qualité quand on conçoit non seulement des cours en ligne, mais aussi des ressources en règle générale. C'est-à-dire que la question de l'accessibilité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et je sais qu'il y a au moins une personne parmi vous que j'ai pu écouter dans un excellent podcast pour qui c'est important aussi et qui se reconnaîtra très bien. Et s'il a envie de se manifester, il peut se manifester. Si on progresse, on a toutes les ressources du type images. Alors, les images, c'est utile pour pouvoir exemplifier certains contenus et montrer des exemples, mais ça reste statique. En général, si on prend une image de base. Par contre, en termes d'accessibilité, déjà là, on n'y est plus. Parce qu'une image, techniquement, en tout cas à ce stade-ci de l'évolution des technologies, une image ne peut pas être décryptée par un logiciel de reconnaissance vocale. Donc, ça veut dire que quand on veut fournir une image et respecter des règles d'accessibilité pour les apprenants à déficience visuelle, auditive, etc., il faut prévoir un complément à cette image qui puisse aussi être utilisée par ces apprenants-là. Donc, typiquement, sans rentrer dans les détails techniques, mais quand on intègre une image sur une plateforme LMS, il y a moyen de rentrer en fait du texte dans une balise qu'on va rattacher à l'image, qui est la balise ALT, et qui va pouvoir décrire le contenu de l'image. Et cette balise ALT va pouvoir être décryptée par les logiciels de reconnaissance vocale. Quand on progresse un peu plus loin, là, on a tout ce qui est infographie. Alors, infographie, pour qu'on s'entende ici, je vais appeler infographie des éléments sur lesquels on peut avoir un certain degré d'interaction. Donc, typiquement, des ressources de type Geniali. Pour ceux qui connaissent l'outil Geniali, ce sont des images, mais sur lesquelles on peut rendre certaines zones cliquables et ajouter un certain degré d'interactivité. Donc là, on rentre dans des ressources qui commencent à devenir plus complexes à produire, qui sont un peu plus dynamiques que les deux précédentes. En termes d'accessibilité, ça reste un problème. Pour moi, c'est un des rares problèmes que j'ai avec Geniali, typiquement, c'est qu'en matière d'accessibilité, là, on a un vrai problème. C'est que quand on intègre un Geniali dans une plateforme d'apprentissage, il n'y a rien qui permettent, entre guillemets, il n'y a pas de balise alt comme pour les images qui permettent de renseigner en fait le contenu à décrypter. Donc là, ça veut dire que quand on propose une infographie interactive de type Geniali
sur une plateforme d'apprentissage, mais il faut aussi prévoir, si on veut respecter les règles d'accessibilité, entre guillemets, il faut aussi prévoir un complément sous format texte ou en tout cas quelque chose qui puisse être décodé pour ces apprenants particuliers. Et alors enfin, ben, on a la ressource qui est vidéo, entre guillemets, donc qui est la plus complexe à produire. Ça prend du temps parce qu'il faut, ben voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est clairement quelque chose qui nécessite aussi des compétences que tout un chacun n'a pas, qui est plus ou moins dynamique en fonction des contenus et ce qu'on veut en faire. Elle reste peu accessible en soi. Maintenant, en tout cas, ça dépend un peu où est hébergée votre vidéo, mais techniquement, une vidéo hébergée sur YouTube, par exemple, si on lui a rattaché un fichier de sous-titres, ce qui commence à devenir, en tout cas, ce qui est fort mis en avant pour l'instant, ben le fichier de sous-titres, lui, peut être décrypté par les logiciels de reconnaissance vocale. Donc, typiquement, une vidéo, à la limite, est peut-être même un peu plus accessible qu'une infographie. Enfin, donc, voilà. Donc ça, ce sont vraiment les quatre grandes familles de ressources à utiliser, avec chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de choisir le type de ressource qui est le plus utile en fonction de votre contexte et des objectifs d'apprentissage qui sont visés. Comme je laissais sous-entendre le spoiler, varier les ressources, oui, mais pas trop. C'est comme les outils. C'est pas la peine de vouloir en mettre plein la vue, de vouloir en faire trop, parce que sinon, non seulement enfin, il y a un vrai problème à ce moment-là de ce qu'on appelle de charge cognitive, c'est-à-dire que ça crée un écosystème de ressources qui est beaucoup trop lourd à appréhender pour l'apprenant. Et puis, il ne faut pas se mentir, produire des ressources, ça prend énormément de temps et d'énergie, quel que soit le format, hein, et quel que soit l'outil avec lequel on le crée. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir les varier, mais de pouvoir aussi s'arrêter à temps sans vouloir en faire trop. Voilà. Et pour terminer, il y a un message clé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses quand on parle de formation à distance, et on constate ça parfois aussi avec les enseignants ici à l'UC Louvain. Donc, vous me direz si c'est un peu le cas pour vous aussi après avoir écouté tout ça. C'est que finalement, il y a beaucoup d'enseignants qui, après, quand on leur explique certains concepts, qui disent, oui, mais en fait, en gros, ben, c'est la même chose que pour une formation présentielle, quoi. C'est quoi la particularité finalement de la formation à distance par rapport à la formation présentielle? Parce que dans la formation présentielle aussi, il faut être attentif à l'analyse du contexte et des besoins. Dans la formation présentielle aussi, c'est important de varier les ressources et les activités. C'est important aussi de scénariser le déroulement, etc. Et la réponse est oui. Oui à tout. En fait, on s'en est rendu compte avec mes collègues aussi, c'est que la formation à distance, la particularité, c'est qu'il faut faire encore plus de ce qu'on devrait faire en formation présentielle. Donc, c'est-à-dire être encore plus précis et concret dans les consignes, être encore plus dans l'accompagnement pour être certain que les apprenants suivent bien. Il faut faire encore plus de tout ce qu'on devrait faire pour faire une bonne formation présentielle. Et Marcel Lebrun, qui est un prof qui travaillait au Louvain Learning Lab, qui est émérite à présent, donc il est retraité, qui est un expert en technopédagogie. En fait, il avait pour habitude de dire qu'un bon cours en ligne, c'est avant tout un bon cours. Et en fait, moi, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Vous voulez produire une formation à distance, ben, top, allez-y. Mais en fait, une bonne formation à distance, c'est avant tout une bonne formation. Et voilà. Et je vais m'arrêter là. Et déjà, un tout grand merci de m'avoir écouté.